simplement, c'est la corticothérapie, comme vous l'avez fait, hein. Dans certaines situations, on utilise les immunosuppresseurs. Maintenant, à côté du syndrome néphrotique idiopathique, il faut effectivement parler du syndrome d'Alport. Comme vous l'avez fait, hein, c'est très bien fait. Mais ici, vous avez dit syndrome d'Alport, c'est égal à hématurie, si je me souviens bien, surdité et lenticone. Mais la protéinurie elle-même, l'intitulé du cours, c'est protéinurie. Donc, si vous devez énumérer le syndrome d'Alport comme étant une cause de protéinurie, mais il faut d'abord parler de comment est la protéinurie au cours du syndrome d'Alport. C'est ça d'abord, avant de donner les autres éléments, parce que c'est la conjonction entre la protéinurie au cours du syndrome d'Alport et les signes propres au syndrome d'Alport qui fait évoquer la maladie. Donc, n'oubliez pas de décrire la protéinurie au cours du syndrome d'Alport. Maintenant, comme troisième hypothèse, hein, comme cause de syndrome de protéinurie dans le cadre d'une maladie rénale chronique, ce sont les syndromes néphrotiques génétiques. Vous-même, en décrivant, en faisant le rappel physiologique, vous avez parlé de la barrière, vous avez même montré des images et tout. Les différentes protéines qui constituent la barrière de filtration glomérulaire, si vous vous souvenez même, vous avez parlé de collagène 4. Au cours du syndrome d'Alport, c'est le collagène 4 qui est malade et qui est anormalement codé par la génétique et qui entraîne une fuite protéique. Mais à côté du syndrome d'Alport, il y a les autres syndromes néphrotiques génétiques. Et ces syndromes néphrotiques génétiques, en premier, il faut évoquer le syndrome néphrotique de type finlandais. Il faut l'évoquer parce que c'est une entité qui est bien décrite dans la littérature. C'est une cause de protéinurie abondante. Souvent, le nouveau-né naît avec son syndrome néphrotique. Hein. Dès la naissance, on voit que l'enfant a des œdèmes, parfois même un état d'anasarque à la naissance. Et l'évolution se fait, vous en avez parlé, mais il fallait insister sur cette protéinurie-là. Maintenant, parmi toujours les maladies rénales chroniques, c'est la polykystose. La polykystose autosomale dominante, hein, dominante. Même la polykystose autosomale récessive, les deux polykystoses, il faut les énumérer. Ce sont des malformations héréditaires du rein qui entraînent une protéinurie. Et cette protéinurie peut même entraîner la progression de la maladie vers l'insuffisance rénale chronique. Au cours de ces polykystoses, les IEC occupent une place importante dans la prise en charge. Les IEC, la baisse des chiffres tensionnels et les IEC. Même pour revenir sur la sémiologie de ces polykystoses, surtout de la polykystose autosomale dominante, nous, on a des cohortes de polykystose autosomale dominante qui se révèlent même en anténatal. C'est-à-dire que les néphrologues adultes disaient d'antan que la polykystose n'atteignait pas les enfants. Mais nous, dans notre pratique, pas plus tard que la semaine dernière, nous avons reçu une dame qui est connue, polykystique, avec un enfant de 3 ans et de 3 mois qui a ces kystes, hein, des kystes bien distincts dès la naissance. Dès la naissance, la maladie. Donc, s'il y a un antécédent parental avec la présence de kystes chez l'enfant, c'était le premier enfant, ça devient une polykystose autosomale dominante. Parce que le papa n'en avait pas, ce n'est que la maman qui avait des kystes, et donc ça faisait polykystose autosomale dominante. Et cette polykystose-là, à cet âge-là, si on ne fait pas le traitement néphroprotecteur en diminuant la protéinurie, en maîtrisant les chiffres tensionnels, lorsque la tension artérielle est élevée, cet enfant va faire une insuffisance rénale très tôt dans sa vie et sera mis en dialyse. Donc, d'où l'intérêt d'évoquer les maladies rénales chroniques à type de polykystose. J'allais oublier la sténose de l'artère rénale. C'est aussi une cause de protéinurie, même si la protéinurie peut être faible. Il faut l'évoquer. La sténose de l'artère rénale comme maladie rénale maladie rénale chronique responsable de protéinurie et qui se manifeste par une HTA, l'écho-Doppler, l'angioscanner
peuvent, donc l'angioscanner, scanner, oui, bien sûr, ou bien l'artériographie permettent de poser le diagnostic. Et la sténose, parfois, peut être même étagée. Hein. On peut avoir une sténose au niveau latéral ou bien une sténose au niveau de l'aorte, etc. Voilà. Donc, un peu quelques étiologies. Voilà. L'autre étiologie, les autres étiologies dont vous n'en avez pas presque parlé, c'est la protéinurie au cours des maladies générales. Le diabète chez l'enfant, c'est vrai que c'est le type 1, mais même le type 1, avec certaines années d'évolution, on peut trouver des protéines dans les urines. Mais surtout ici, la drépanocytose, est-ce que vous avez jamais vu un enfant qui a une drépanocytose et qui fait une protéinurie? C'est possible. Vous avez des enfants qui ont une drépanocytose ou bien qui ont même de l'hépatite B et qui font une protéinurie. Donc, les maladies générales, ne les oubliez pas comme cause de protéines dans les urines. Notamment la drépanocytose. Dans notre contexte, hein, si on contextualise, la drépanocytose, le diabète et l'infection à VIH et le VHB, le virus de l'hépatite B, même le virus de l'hépatite C. Toutes ces infections peuvent être responsables de protéinurie. Maintenant, le traitement, je suis tout à fait d'accord hein, qu'il faut parler spécifiquement du traitement de la protéinurie ici. Le reste du traitement, vous ne pouvez pas en parler parce que les étiologies sont diverses et variées. Si vous devez faire les moyens thérapeutiques pour chaque étiologie, c'est impossible. C'est impossible. Donc, dire que c'est les inhibiteurs de l'enzyme de conversion pour une bonne observance thérapeutique, préférez l'énalapril. Mais parfois, l'énalapril, la dose ne couvre pas forcément les 24 heures. Donc, on utilise souvent le captopril qui va être donné 2 à 3 fois par jour. C'est vrai que là, on aura une mauvaise observance thérapeutique, mais on peut avoir un meilleur blocage de la vasodilatation, la vasoconstruction plutôt, au niveau glomérulaire pour favoriser, pour diminuer la protéinurie. Et le plus souvent, les indications de ces IEC-là, ce n'est pas à tout bout de champ. Les IEC doivent être indiqués, doivent être administrés à l'enfant en cas de rechute de syndrome néphrotique. C'est-à-dire qu'il y a des indications spécifiques des IEC. En cas de syndrome néphrotique qui rechute, en cas de syndrome néphrotique idiopathique cortico-résistant, en cas de syndrome néphrotique, par exemple, génétique, ou bien en cas de syndrome d'Alport, dans ces situations-là, les IEC sont donnés. Chez les patients également qui ont une polykystose, les IEC sont donnés. Donc, il y a des indications spécifiques des IEC, pas pour toute protéinurie. Par exemple, au cours de la GNA, les IEC n'ont pas leur place. Voilà, pour m'en arrêter à ça, peut-être que vous avez eu des questions entre-temps. Je vous écoute s'il y a des réactions par rapport à ce que j'ai dit ou par rapport à l'ensemble du cours. Allô, professeur? Allô? Vous Oui, je m'entendez? vous écoute. Oui, Oui, moi j'avais une question par rapport aux drépanocytaires. Bon, parce qu'effectivement, nous, on n'a pas l'habitude chez les drépanocytaires, sauf si effectivement ils ont